Ok, donc normalement le problème est réglé. Désolée pour ce contretemps. Est-ce que vous nous voyez bien et Super. est-ce que vous nous entendez bien? Parfait, Super. super. Désolée. Donc, je recommence. Bienvenue sur ce nouveau webinaire de Witik. Donc, Witik, pour rappel, c'est une plateforme SaaS de mise en conformité et également un cabinet de conseil. Donc, pour la partie conseil, donc, je m'appelle Colline, je suis accompagnée aujourd'hui de Claire. Nous sommes toutes les deux consultantes en protection des données personnelles. Et aujourd'hui, le sujet du webinaire est la souveraineté numérique et la performance des outils. On va revenir sur la décision de la CNIL sur l'hébergement des données de santé chez Microsoft. Et pour la préparation de ce webinaire, on vous a partagé un petit sondage. Donc, et dans ce webinaire, on va revenir également sur vos réponses. Donc, n'hésitez pas à intervenir dans le chat tout au long du webinaire. Et même si vous n'avez pas eu le temps ou si vous n'avez pas vu passer le sondage, vous pouvez directement répondre sur le chat. Dans tous les cas, on regardera vos réponses et de manière générale si vous avez des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir et on peut commencer. Exactement. Alors, le sujet qui nous réunit, c'est donc globalement la souveraineté numérique. Et donc, plus généralement, pourquoi on se pose la question de est-ce qu'on doit favoriser ou non des prestataires européens, des prestataires français. On se pose la question tout simplement parce que en Europe, on est soumis à la réglementation européenne et notamment au RGPD qui pose un cadre protecteur au sein de l'Union européenne. Et même si le RGPD ne le dit pas explicitement, il favorise quand même le choix d'outils européens. En tout cas, il favorise les échanges au sein de l'Union européenne et notamment les échanges de données au sein de l'Union européenne. Et pour cela, donc, le choix de prestataires européens. Pourquoi tout simplement, dans un premier temps, parce que choisir un prestataire européen veut dire choisir un prestataire qui est soumis à la même réglementation que nous, donc au même cadre protecteur que nous. Et également, quand on choisit un prestataire européen, on garde les données au sein de l'Union européenne et on favorise l'évolution technologique européenne, les innovations européennes. Donc, on participe à la souveraineté numérique européenne. En résumé, l'idée de la souveraineté numérique, c'est de garder les données au sein de l'Union européenne et de favoriser l'innovation européenne. Tout à fait. Donc, comme on vous l'indiquait, on va revenir. Je ne peux pas passer la slide. On va revenir sur la décision de la CNIL. Si la slide veut bien se passer. Je ne peux pas changer de slide. Ça. Ok, donc normalement c'est bon. Donc nous on n'a pas le retour, mais normalement c'est bon. Donc on va revenir sur effectivement la décision de la CNIL du 21 décembre 2023. Donc décision qui en fait voilà dans les grandes lignes a autorisé l'hébergement des données de santé chez un prestataire américain, donc Microsoft. Donc, données de santé, Claire, tu avais eu tu avais trouvé des informations sur le nombre de personnes qui étaient concernées par cet hébergement de données de santé. C'est ça. Alors, tout d'abord, le projet sur lequel la CNIL a donné son avis, en tout cas, devait donner une autorisation, en tout cas, c'était une demande d'autorisation d'un groupement d'intérêt public. Appelé plateforme de données de santé. Son projet, c'était de constituer un entrepôt de données de santé qui consistait en l'appariement de dossiers médicaux et du SNDS, donc le Système national des données de santé, lequel contient des données de santé de 1,5 million de personnes et les dossiers médicaux concernés entre 300 000 et 500 000 personnes. Et ces éléments, donc tant les dossiers médicaux que le SNDS, oui, voilà, contiennent des données importantes. Essentielles telles que les dossiers médicaux, bien évidemment, mais avec le NIR, le numéro de patient, etc. Donc, des données de santé, donc forcément sensibles. Et effectivement, ça concernait autant les personnes, les patients,
mais aussi les professionnels de santé. La CNIL, en fait, dans sa décision qui a été un peu étonnante, a quand même rappelé différents critères. Je suis désolée, j'ai pas le retour sur les slides, donc je vais... Ah, très bien. Je le mets là. Ouais, désolée. Mais sinon, c'est un peu compliqué pour moi de suivre. Donc, du coup, voilà, en fait, donc, comme l'a rappelé Claire, c'était en fait une demande d'autorisation auprès de la CNIL pour autoriser ce fameux traitement de données de santé. Et en fait, donc, la problématique, comme vous pouvez vous en douter, c'est justement l'hébergement de ces fameuses données de santé par un prestataire américain, donc comme Microsoft. Donc, les risques majeurs du fait d'héberger les données du ressortissant français sur un outil américain, c'est bien sûr la perméabilité au Cloud Act. Donc, c'est la loi extra-européenne appliquée aux États-Unis. Donc, on reviendra après sur le Cloud Act, mais en fait, voilà, ça permet aux autorités américaines d'accéder en fait aux données présentes sur là typiquement l'hébergement proposé par Microsoft, et également le risque voilà, c'est des données de santé, donc des données sensibles. La solution qui a été trouvée et qui est du coup temporaire, parce que l'hébergement de chez Microsoft a été autorisé pour 3 ans. Donc c'est la solution temporaire qui a été trouvée en attendant de trouver un hébergement européen ou français adéquat dans ces 3 années en fait finalement. C'est ça, oui, parce que l'autorisation a été donnée pour 3 ans, le temps de trouver une solution adéquate. Adéquate, exactement. Et donc, face à cette décision, on vous a posé la question déjà d'une part si vous connaissez cette décision, vous avez été nombreux à la connaître, mais certains d'entre vous ne la connaissaient pas. Et on vous a également posé la question de ce que vous en avez pensé de cette décision. Une grande partie d'entre vous n'avait pas d'avis sur la décision, en tout cas n'avait pas exprimé d'avis sur la décision, et certains d'entre vous étaient très clivants sur le sujet, étaient très remontés contre la décision, et trouvaient que c'était une décision qui n'était pas compréhensible ou qui aurait pu potentiellement être influencée par des lobbies ou autres sources d'influence. Ceci dit, on a noté quand même que certains d'entre vous étaient compréhensifs de cette décision et trouvaient que la CNIL était plutôt pragmatique et prenait en compte les enjeux technologiques et économiques des entreprises. Donc oui, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si jamais vous n'avez pas répondu au sondage, si vous avez eu connaissance de cette décision et quel a été votre ressenti face à cette décision sur l'hébergement des données de santé chez un prestataire américain. Il y en a eu. Il faut juste que je me mette sur le bon... Ah oui, question, pardon. Donc, effectivement, comment peut-on confier des données sensibles à un prestataire étranger ? Effectivement, bon, nous, ça nous a un peu, enfin, comme la plupart des gens quand même, ça nous a un peu étonnés. Après, quand on lit la décision, effectivement, on y reviendra après. Enfin, elle explique quand même sa prise de position et voilà. Mais effectivement, et quid des données après 3 ans, effectivement. Quelle garantie qu'elles seront supprimées. Exactement, oui, c'est ça. Et puis même, en fait, quelle garantie qu'elles seront supprimées. Et en soi, nous, en fait, même au niveau du Cloud Act, nous, en fait, on ne sait pas si les autorités américaines auront accès. Enfin, je ne suis pas sûre qu'on soit informé de ça, en fait. Donc, dans tous les cas, effectivement, la décision a porté questionnement.
Et puis même dans les 3 ans, Microsoft héberge quand même les données de santé, même si elles sont hébergées sur des serveurs français. Ouais. Oui, c'est ça. Européens en tout cas. Pendant les 3 ans, les autorités américaines peuvent toujours faire état du Cloud Act et demander l'accès aux données sous certaines conditions, bien sûr. Mais on n'est pas exclu que pendant les 3 ans, les données puissent être accédées par des autorités américaines. Oui, exactement. C'est effectivement le risque. Si vous n'avez pas d'autres questions, on passe... On va pouvoir passer au cœur du sujet, donc étape par étape, qu'en a pensé la CNIL. Et au-delà de ce qu'en a pensé la CNIL, on s'est posé la question de façon plus générale, hors des données de santé. Face à quelles questions on est confronté lorsqu'on choisit un outil, et notamment un outil qui est hébergé en externe, qui est un outil dans le cloud. Un outil en SaaS. C'est ça, un outil SaaS. Et donc la première question, pourquoi est-ce qu'on devrait privilégier, quels sont les atouts, en tout cas quels sont les points positifs à privilégier des outils fournis par des prestataires européens ou français. La deuxième question, quels sont les risques si on choisit des outils hors Union européenne. Et enfin, pourquoi dans certaines conditions, on constate que c'est quand même compliqué de toujours trouver un outil européen qui va répondre à nos exigences et de choisir un outil européen. Donc, si on reprend la décision de la CNIL, en fait, dans sa décision, elle vient rappeler certains critères qui en fait, clairement visent à privilégier des outils européens et pourquoi pas français. Mais dans tous les cas, même dans sa décision, elle recommande très fortement de limiter les transferts en dehors de l'Union européenne, donc choisir des outils américains ou de prestataires situés en dehors de l'Union européenne. Et bien sûr, elle indique également que le fait de recourir à des outils de prestataires situés en dehors de l'Union européenne peuvent être, ces prestataires en fait peuvent être soumis comme là avec Microsoft à des législations en fait extra-européennes. Donc qu'on ne maîtrise pas forcément, ou là comme on indiquait avec le Cloud Act, le fait que l'État puisse se permettre d'accéder aux données, quoi. Donc, on voit bien que la CNIL indique ses recommandations et indique le fait de privilégier des outils. Bon, visiblement, ce qu'elle n'a pas pu faire, tout du moins. Mais voilà, elle le rappelle quand même dans sa décision. C'est ça, globalement, elle le rappelle au début de privilégier des outils européens, en tout cas qui ne soient pas soumis à des législations telles que le Cloud Act. Alors, on vous pose la question, on vous a posé la question dans le sondage, quelles étaient les principales caractéristiques que vous recherchiez lorsque vous sélectionnez un outil numérique, et notamment est-ce que le choix d'un outil, l'origine française d'un outil était un critère de choix important pour vous. Globalement, le critère de choix français était majoritairement un critère important pour vous. En majorité, vous aviez répondu que oui, c'est un critère de choix. Et ensuite, sur les principales caractéristiques que vous recherchiez, en majorité, les 3 grandes caractéristiques, c'était des fonctionnalités qui répondent aux besoins du métier, le respect du RGPD, ça, je pense que c'est parce qu'on s'adresse à un public de DPO, et des aspects de sécurité. Et intervenaient ensuite des questions de coût. Le coût était aussi un critère important, un peu moindre que les 3 premiers, mais c'était quand même un critère qui est ressorti du sondage. Dans le chat, n'hésitez pas. Est-ce que certains d'entre vous ont d'autres critères majoritaires qui ressortent quand vous cherchez, quand votre entreprise cherche un outil numérique, en tout cas qui est hébergé en externe? Et surtout, est-ce que vous dans votre métier, dès que vous avez à choisir un outil, est-ce que vous privilégiez des outils français, quoi? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, il y a des questions, peut-être que c'est dans le chat, effectivement. Effectivement.
Donc effectivement, dans certaines sociétés, surtout les grands comptes, exigent que l'outil soit en Union européenne. Et c'est vrai que, je l'ai déjà vu aussi en mission, effectivement, même dans les clauses contractuelles où on indique tout du moins l'hébergement doit être en Union européenne, effectivement. Donc, Et ça peut aussi être un critère dans les appels d'offres. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Oui, pour les appels d'offres. Ouais, on est plutôt d'accord. D'accord. Effectivement, et c'est donc les atouts aussi que nous, on a identifiés quand on a préparé ce webinaire sur pourquoi est-ce qu'on devrait privilégier, enfin, quels sont les atouts à privilégier des outils en provenance de prestataires au sein de l'Union européenne. Tout d'abord, on revient dessus, mais c'est qu'on favorise la souveraineté numérique européenne. Puisque, comme je le disais en introduction, quand on choisit des prestataires européens, on garde les données au sein de l'Union européenne et on favorise l'évolution technologique européenne. Ensuite, au sein de l'Union européenne, on a un même cadre juridique, on a un cadre juridique harmonisé, ce qui fait qu'on a une garantie que, plus ou moins, que le prestataire est soumis à la même réglementation que nous. On a une garantie qu'on n'a pas de lois extraterritoriales qui vont s'appliquer au-delà du RGPD. Et notamment, le risque, en tout cas, si on sort de l'Union européenne, c'est qu'on ait ces lois extraterritoriales qui s'appliquent et qu'on ait des garanties supplémentaires à mettre en place, qu'on doit vérifier que le cadre est aussi protecteur dans le pays d'accueil des données que celui qu'on a au sein de l'Union européenne. De plus, le fait d'avoir un cadre juridique harmonisé, ça permet, en cas de conflit, au moins d'avoir une réglementation qu'on connaît. Donc, éviter d'avoir des réglementations qu'on ne maîtrise pas, pour lesquelles on doit faire appel à des conseils spécialisés et qui nous soient défavorables. Mm-hmm. Et on évite aussi potentiellement des coûts supplémentaires, puisque le fait de faire appel à un conseil spécialisé, ça a des coûts supplémentaires. Potentiellement, si la juridiction choisie n'est pas une juridiction à proximité, ça va induire des coûts de déplacement en cas de conflit. Donc, le fait de faire appel à des prestataires européens, déjà, on réduit un peu ces risques-là. Et le troisième atout d'un prestataire européen, ça va être sa proximité et son adaptabilité, parce que le prestataire, déjà, géographiquement, va être plus proche. Potentiellement, on aura moins de barrières de la langue. Donc, dès lors qu'on va vouloir négocier des conditions, ça va être plus simple. Pareil, quand on va vouloir négocier, on sera sur le même fuseau horaire. Bon, c'est pratico-pratique, mais ça va être plus simple en termes de partage d'informations. Même en termes de support sur le suivi de l'outil. C'est pareil, la proximité est essentielle. C'est ça. Par contre, un point d'attention, donc il y a effectivement ces atouts-là à choisir un prestataire européen, mais ça ne veut pas dire qu'un prestataire européen est 100% conforme. On a quand même des garanties à vérifier quand on prend un prestataire. Tout prestataire, qu'il soit européen ou non, c'est donc vérifier en tant que le prestataire est conforme au RGPD, présente des bonnes garanties également en termes de sécurité et mettre en place un cadre contractuel adéquat, exactement. Il y avait une réflexion qui effectivement est hyper intéressante sur la question du choix des outils. En fait, effectivement, est-ce que tu penses que des opérationnels, donc des métiers qui n'ont pas forcément, bon, bien sûr, il faut toujours sensibiliser ses collaborateurs au RGPD, à la protection des données, mais est-ce que tu penses que voilà, les besoins métiers, est-ce que les opérationnels répondraient à ce sondage de la même façon que des personnes qui, bon, globalement, ici, sont quand même soit DPO, soit juristes, etc. Et c'est vrai que la question est intéressante parce que, effectivement, je suis pas sûre que dans certaines directions, on ait le même genre de réponse parce que, encore une fois, on le verra, certains outils sont beaucoup plus ergonomiques, etc. Et répondent parfaitement aux attentes des besoins métiers, mais par contre ne sont pas du tout RGPD friendly, quoi. C'est ça, c'est ce qui ressort un peu du sondage, c'est que les atouts que vous cherchez, c'était surtout un respect du RGPD et des mesures de sécurité. Peut-être qu'effectivement, des opérationnels métiers seront plus dans la recherche de fonctionnalités avancées, voire de fonctionnalités qu'on leur propose à laquelle ils n'avaient pas pensé. Et également, le critère de coût, je pense, jouerait plus.
Et effectivement, là, le sondage était adressé à des personnes dans la protection des données, donc c'est logique que les critères qui soient ressortis soient des critères auxquels on s'intéresse. Mais c'est aussi tout l'enjeu de travailler avec les opérationnels pour que les enjeux opérationnels et les enjeux de conformité puissent s'allier et qu'on trouve des solutions qui conviennent aux deux. Oui, c'est ça. Il y a toujours un juste milieu à trouver. Et bien sûr, le but, c'est pas d'empêcher les opérationnels de travailler. Non, du tout. Donc, on passe à la deuxième partie, sauf si vous avez d'autres questions. On va passer du coup à la deuxième partie. Donc, effectivement, là, on vient de voir que même la CNIL rappelle que le choix d'un outil européen ou du coup là, français est hyper important. Après, voilà, parfois on est quand même obligé de choisir un outil hors Union européenne. Et du coup, là, on va voir quels sont les risques qui sont associés à l'utilisation d'un outil hors Union européenne. Donc, toujours en suivant la décision de la CNIL qui, en fait, comme on indiquait, rappelle quand même tout ce qu'il ne faut pas faire, ou tout du moins faire. En fait, voilà, la décision de la CNIL indique que le choix d'un outil en dehors de l'Union européenne implique l'application de législation extraterritoriale. Donc là, dans le cas présent, le Cloud Act, qui, du coup, pour rappel, permet aux autorités américaines d'accéder, en demandant, du coup, à Microsoft d'accéder aux données de santé, du coup, des Français. Et même si les données concrètement sont hébergées, oui, voilà, c'est non ça. Pas aux États-Unis, le fait que Microsoft soit américain, oui. Il est soumis à cette législation et donc doit répondre aux demandes des autorités américaines si celles-ci en font la demande. Oui, exactement. Bon, après, on a effectivement le Cloud Act VS le DPF, donc le Data Privacy Framework, qui en fait est une décision d'adéquation, pour pas vous dire de bêtises, du 10 juillet 2023, qui en fait permet le transfert de données aux États-Unis sans garantie supplémentaire. Donc en fait, le DPF, c'est le successeur du fameux Privacy Shield. Donc on ne sait pas combien de temps il va rester en place, ce fameux DPF, mais en tout état de cause, voilà, il permet le transfert de données en dehors de l'Union européenne et là typiquement aux États-Unis. Alors, le DPF, c'est pour rappel, c'est un système d'auto-certification. Donc, les entreprises américaines adhèrent à une liste, en fait, qu'on peut tous consulter. Ils doivent donner toute une documentation, mais qui n'est pas, en fait, vraiment vérifiée. Sur le papier, quoi. Ils indiquent leur conformité, ce qu'ils ont mis en place, les garanties, mais en fait, il n'y a pas de vérification derrière. C'est ça, il peut y avoir un contrôle, mais il sera a posteriori. Oui, voilà. Et donc, effectivement, on peut retrouver la liste sur le site du département de commerce des États-Unis, des organismes qui ont adhéré à ce Data Privacy Framework. Donc, c'est une décision d'adéquation qui est partielle. C'est-à-dire que tous les transferts vers les États-Unis ne sont pas concernés, uniquement les transferts vers les organismes qui ont adhéré à ce Data Privacy Framework. Et bon, par exemple, Google en fait partie, voilà. Microsoft en fait partie. Enfin, exactement. Et ce qui est intéressant dans la décision de la CNIL, c'est qu'elle dit, alors certes, il y a cette décision d'adéquation, mais il y a aussi le Cloud Act, et malgré la décision d'adéquation et le fait que Microsoft figure sur cette liste, ça n'enlève pas le risque d'exposition des données à des puissances étrangères du fait du Cloud Act. Oui, bien sûr. Et elle dit même que, donc là, en l'occurrence, on a des données de santé, donc même si ce risque peut être acceptable pour des données plus classiques, qui ne soient pas des données sensibles, pour des données de santé, le risque serait non acceptable. Bon, c'est loupé. Voilà, en fait, effectivement, selon le type de données, on peut se poser la question de si on peut accepter ce risque, mais bon, là, finalement, l'acceptation a été quand même faite, quoi.
C'est ça. Et ce qu'on peut comprendre de ce que dit la CNIL en substance dans sa décision, c'est que quand on a des données sensibles, il faut privilégier un outil européen. Voilà, en tout cas un outil qui n'est pas soumis à des législations extraterritoriales où le risque n'existe pas en tout cas. Ouais. Et quand c'est d'autres données, bon, elle le dit pas explicitement, mais je pense que c'est quand même encouragé, hein, même si c'est pas. Oui, bien sûr. Si c'est pas dit en tant que tel. Et alors, on vous a demandé quelles précautions vous prenez lorsque vous n'avez pas le choix et que vous devez prendre des outils qui ne sont pas situés dans l'Union européenne. Et majoritairement, vous avez quand même dit que vous évitiez au maximum ces outils, mais surtout que vous mettiez en place des garanties contractuelles strictes, donc des clauses contractuelles, les clauses contractuelles type de la Commission européenne, même au-delà des décisions d'adéquation qui existent, également des conditions assez strictes en termes de sécurité, donc du chiffrement ou autres conditions de sécurité assez strictes, que vous auditiez aussi les sous-traitants, et vous mettiez aussi de la sensibilisation des salariés qui traitent les données. Et en tout état de cause, vous essayez de limiter tous les transferts en dehors des États-Unis et de privilégier au moins un hébergement au sein de l'Union européenne. Ouais. On avait une petite question par rapport au Cloud Act. En fait, donc là, le Cloud Act n'intervient que lorsque l'intérêt de l'État est menacé. Cela limite grandement l'intervention de l'État américain. Alors, oui et non, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien dans quel cadre, en fait, l'État... Oui, il y a effectivement la menace de l'intervention... Enfin, la menace de l'État américain, mais en fait, en soi... bon, l'État américain peut se sentir menacé un peu tout le temps. Donc, effectivement, il y a effectivement cette condition que les autorités américaines ne peuvent se saisir du Cloud Act uniquement si à ce qui est strictement limité et nécessaire et proportionné pour protéger la sécurité nationale. En soi, je pense qu'ils peuvent, enfin, s'ils veulent, ils peuvent trouver des moyens et des arguments pour y accéder quand même. Même si on a effectivement cette limite d'intérêt et de menace de l'État. Et on le voit puisque la CNIL dit que le risque existe. Oui, bien sûr. Après, il y a eu un recours devant le Conseil d'État où le Conseil d'État a justement dit qu'il n'y avait pas de preuve que, en tout cas en ce qui concernait la décision en question, les autorités américaines aient envie de se saisir des données contenues dans cet entrepôt de données santé. Mais quand on lit la décision de la CNIL, elle dit bien que Microsoft n'est pas imperméable au Cloud Act et que ce risque existe tout de même. Oui, oui. Et c'est pour ça que d'ailleurs, elle donne sa décision, son autorisation sur 3 ans et qu'elle dit quand même de favoriser, quand on lit la décision, il y a quand même tout un laïus sur le fait de favoriser des solutions européennes pour éviter justement tout risque. Oui, elle a pris le soin de rappeler quand même toute sa doctrine en fait. Exactement. Et donc du coup, le risque zéro n'existant pas, le DPF ne vous semble-t-il pas suffisant? En fait, le DPF, ça succède au Privacy Shield. En soi, demain, il peut être invalidé, quoi. Donc, c'est encore une fois, on sait pas la durée de validité de ce fameux DPF. Donc, moi, je trouve pas que ce soit très sécurisant en soi. C'est ça. Parce qu'on l'a vu avec le Safe Harbor d'abord, puis le Privacy Shield, qui ont été invalidés justement en raison de ces lois extraterritoriales. Là, on va le voir, mais on a d'autres lois de renseignement américaines qui perdurent et qui augmentent leur champ de compétences, si je peux dire ça comme ça, et qui font peser ce risque d'atteinte aux données, en tout cas d'accès aux données par les autorités américaines. Et donc, même si on a cette décision d'adéquation, aujourd'hui, on peut se dire, on se base sur la décision d'adéquation pour faire des transferts vers ces organismes, mais on reste toujours pas à l'abri que demain, déjà, la décision d'adéquation soit invalidée, sachant que cette décision d'adéquation, elle doit faire l'objet d'une revue après 1 an de mise en application, après 1 an d'entrée en vigueur. Donc, cet été, elle va être revue par la Commission européenne pour voir si elle est toujours d'actualité au regard des évolutions
législations américaines. Est-ce que le Cloud Act ne concerne que les données personnelles des citoyens américains? Donc non, c'est en gros là, aujourd'hui, les données sont hébergées effectivement en Europe, mais chez Microsoft, et comme le rappelait Claire tout à l'heure, du fait que Microsoft soit un prestataire américain, il est soumis au Cloud Act, donc en fait Microsoft peut accéder aux données hébergées, aux données santé françaises hébergées chez Microsoft. C'est ça. Le critère, c'est pas celui des personnes concernées, mais ça va être celui de l'entreprise, le fournisseur du service. Exactement. Je regarde s'il y a d'autres questions. Du coup, sur les précautions à prendre, bon, je pense que dans tous les cas, on est quand même assez d'accord sur les précautions à prendre au niveau du choix du prestataire. Et oui, effectivement, donc, on a identifié à peu près les mêmes risques que vous. Ceci dit, un risque qu'on a identifié en plus, c'est peut-être le risque financier. C'est-à-dire que on s'expose potentiellement à des sanctions, puisque c'est lié aux premiers éléments qu'on a évoqués en première partie. Mais lorsqu'on fait appel à un prestataire hors Union européenne, déjà, on va peut-être pas avoir les conditions contractuelles qui nous conviennent. En tout cas, les conditions, ou même on va pas pouvoir forcément avoir des conditions de conformité au RGPD qui nous conviennent. Donc, on va s'exposer peut-être plus à des risques de sanctions. De plus, on n'aura peut-être pas la possibilité d'auditer facilement ces prestataires. Envoyer un questionnaire d'audit à Microsoft et voyez si vous répond. Hein. Ça peut être compliqué d'obtenir ces réponses-là. Donc, on s'expose de cette façon à potentiellement plus de sanctions. Qui seront peut-être plus limitées si on a un prestataire avec lequel on peut converser plus facilement, on peut lui imposer peut-être des conditions plus strictes plus facilement. On a également une incertitude réglementaire, parce que comme le disait Colline, aujourd'hui on a une décision d'adéquation par exemple avec les États-Unis, en tout cas une décision d'adéquation partielle. Mais on n'est pas à l'abri que demain elle soit invalidée. De plus, on doit quand même faire une veille assez conséquente et régulière de la législation des pays dans lesquels on transfère les données pour vérifier que le fait que la législation, est-ce que la législation aura évolué, est-ce que ça va impacter nos données. Et notamment, comme je vous disais, samedi, on a eu une prorogation du FISA, donc c'est le Foreign Intelligence Surveillance Act, donc une loi de surveillance aux États-Unis qui permet aux autorités américaines de demander aux fournisseurs de services de communication américains de leur fournir des données qui sont enregistrées, donc des données de communication électronique ou filaire. Et en prorogeant cette loi, son champ d'application a été également élargi, non plus uniquement aux services de communication, mais également à tout prestataire de service qui a accès à des équipements qui peuvent être utilisés pour transmettre ou stocker des communications par fil ou électronique. Donc ça augmente d'autant plus les possibilités pour les autorités américaines de se saisir de données, en tout cas en l'occurrence de communication électronique ou filaire. Donc on voit bien que on a ces évolutions qui sont assez régulières, qu'on doit surveiller et qui peuvent impacter la façon dont on gère les données, ou en tout cas dont on encadre les transmissions de données avec nos prestataires. Ouais, exactement. Et effectivement, l'incertitude réglementaire, c'est aussi, comme tu le disais, avec, à ce jour, on peut avoir une décision d'adéquation, donc totale ou partielle, mais demain, que cette décision soit complètement invalidée, et finalement, on se retrouve avec des transferts en dehors de l'Union européenne, et on n'a pas de garantie, et on doit mettre en place des clauses contractuelles actives, etc. Un peu en urgence. Un peu en urgence, et voilà, ça peut être un peu compliqué. Et je vois Frédéric qui dit sans compter la prorogation du FISA jusqu'en 2026. Exactement, alors que c'était une loi d'exception temporaire. Donc, Alors effectivement, Fabienne, avec le chiffrement de bout en bout, ils n'auront pas accès aux données. Effectivement, le chiffrement, c'est des garanties supplémentaires qu'on peut mettre en place. Mais là, je suis pas sûre que, pour le coup, Microsoft, je suis pas sûre que les données soient chiffrées. C'était pas précisé dans la décision, en tout cas, c'était pseudonymisé, mais il n'y avait pas de précision sur le chiffrement.
Par contre, oui, donc effectivement, chiffrer les données, c'est une bonne pratique que vous aviez évoquée aussi dans les questionnaires, mais en s'assurant bien que la clé de chiffrement n'est pas détenue par le prestataire américain, auquel cas il aura des facilités à déchiffrer les données. Parce que l'objectif, c'est qu'il n'ait pas accès aux données en clair si on veut mettre en place ces garanties supplémentaires. Après, je sais pas comment ça peut se passer si, admettons, voilà, on chiffre les données, si l'État américain veut quand même y accéder, je pense qu'il trouvera quand même un moyen. Je sais pas. je sais pas, mais bon, je me dis que... Bon, ça reste une garantie. Ça reste une barrière supplémentaire. Au moins, ce sera plus difficile pour accéder aux données en clair si on a chiffré les données et qu'on a gardé côté français la clé de chiffrement. On l'espère tous. Donc il restait 2 risques que nous on avait identifiés. Donc ça revient et ça c'est dans la continuité de ce dont on évoquait tout à l'heure. C'est la difficulté de négocier. Effectivement, on ne négocie pas avec Microsoft ou Google. C'est très compliqué. Et voilà, en fait, on se retrouve souvent avec un rapport contractuel complètement assez déséquilibré, où en fait, on est plus à adhérer à des clauses contractuelles que vraiment entrer dans une négociation contractuelle. Donc, ce qui peut quand même avoir quelques limites sur les garanties. Et bien sûr, voilà, comme l'évoquait Claire un peu avant, le coût de la conformité. On va devoir vérifier des garanties, potentiellement faire appel à des experts pour vérifier, voilà, les BCR, les codes de conduite, etc. que le prestataire vous transmet. Et encore une fois, le prestataire vous fournit ses BCR, vous n'avez pas de marge de négociation en fait. C'est ça. Donc ça paraît. Puis on peut retrouver encore la barrière de la langue, c'est-à-dire que potentiellement les contrats qu'il va vous fournir ne seront pas dans votre langue maternelle, est-ce qu'il peut amener à des interprétations différentes et effectivement encore une fois devoir mettre en place des garanties supplémentaires, parce que vous pouvez demander aux prestataires, donc américains, on prend l'exemple américain, mais de chiffrer des données, mais potentiellement ça rejoint aussi le coût. Vous demandez au prestataire de chiffrer les données, il va vous dire oui d'accord, mais du coup c'est autant en plus. Donc en fait tout combiné, effectivement il y a des risques et quelques désavantages, quoi. C'est ça. Donc voilà, je regarde juste s'il y a des questions. Puis l'autre élément aussi, ce qui rejoint ce qu'on disait en première partie, mais quand on choisit un prestataire hors Union européenne, comme disait Colline, on va vérifier s'il a mis des garanties. Et au-delà des garanties, déjà s'il y a une décision d'adéquation, peut-être qu'on peut mettre en place des garanties supplémentaires si on n'a pas confiance en la décision d'adéquation, mais s'il n'y a pas de décision d'adéquation, on doit faire ce travail de vérifier la législation de l'État dans lequel les données sont transférées pour vérifier que les garanties sont effectives. Et dans ce cas-là, mettre en place plus de garanties. Et donc, on a ce coût-là de recherche et ce coût de garanties supplémentaires à mettre en place. Oui, alors effectivement, on a une bonne remarque. Comment on peut tenir une position alors que les majors du cloud sont tous américains, donc Amazon, Google, Microsoft, et que les solutions européennes sont à des années-lumière de retard. Oui, c'est vrai, on va le voir après que parfois, en fait, on n'a pas le choix. Que même si on veut recourir à des outils européens et encore mieux français, parfois, on a quand même certaines barrières. On est dans... D'ailleurs, on le voit dans la décision d'ACNIL, finalement, elle indique que effectivement, il faut privilégier des outils européens ou français, mais finalement, elle autorise pendant 3 ans l'hébergement chez un prestataire américain. Oui, c'est évident. Ce qui nous fait une très bonne transition, puisque c'est la question qu'on se pose, c'est que il n'est pas toujours possible, effectivement, de choisir des outils français et européens.
Et donc, face à quel défi se confrontent ces prestataires français européens et c'est ce que rappelle, c'est ce pourquoi la CNIL a pris cette décision. C'est que, d'ailleurs, elle le déplore, hein, c'est écrit comme ça dans sa décision, c'est qu'aujourd'hui, on a un manque de prestataires qui répondent aux exigences. En tout cas, dans le cas présent, c'était aux exigences du groupement d'intérêt public. Elle ne précise pas quelles sont ces exigences, mais ça doit être des exigences fonctionnelles techniques. Et de sécurité, sûrement. Peut-être, de sécurité également. Et aussi temporel, puisque le projet devait sortir dans un certain délai, et que la CNIL devait le prendre en compte du fait que aujourd'hui, à l'heure à laquelle le projet devait sortir, il n'existait pas de prestataires qui répondent à ces exigences. Et c'est pour ça qu'elle a laissé un délai de 3 ans, en se disant que pendant ces 3 ans, des prestataires européens puissent développer des solutions qui soient équivalentes aux solutions proposées par Microsoft, mais qui soient en Europe et qui respectent des garanties de sécurité, et notamment la norme SecNum Cloud, donc Cloud de confiance, de l'ANSSI, et donc qui répondent aux exigences techniques et fonctionnelles du projet. Et voilà, est-ce qu'il y a des questions? Alors là, il n'y a pas de questions. Disons que je n'en vois pas. D'accord. Bon, alors en tout cas, nous, on vous a posé la question de quels étaient les principaux obstacles que vous rencontriez lorsque vous choisissez des outils français et européens. Puisque s'il n'y avait pas d'obstacles, tout le monde aurait que des solutions 100% européennes. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, globalement, le point majeur qui est ressorti, c'était le coût. Ouais, le coût. C'est ça, c'est que les outils français coûtaient plus cher que des outils similaires avec les mêmes fonctionnalités outre-Atlantique. Et encore une fois, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure dans le chat, c'est le manque de fonctionnalités qu'on peut retrouver chez les opérationnels en fait. Oui, c'est un outil français, mais par contre les fonctionnalités ne sont pas totalement en adéquation avec les besoins métiers. C'est ça. Et également, le troisième critère qui est ressorti, c'était le manque de reconnaissance ou de réputation sur le marché. Donc, on va revenir juste après. C'est effectivement également un critère qu'on a identifié. C'est que les outils européens sont plus jeunes que les outils américains, principalement. Et donc, on a peu d'antériorité sur la façon dont ils fonctionnent, leur pérennité même sur le marché. Est-ce que Est-ce qu'ils ont une base de clients suffisante qui nous donne confiance? Est-ce qu'on pense que c'est des outils éprouvés ou non, quoi? Est-ce qu'ils vont tenir sur la durée? Est-ce que les évolutions vont être à la hauteur? Exactement. En tout cas, ce qu'on a noté, c'est qu'on vous a également posé la question de quels outils français vous utilisez dans vos entreprises, et vous avez été nombreux à nous répondre que vous nous montrer des exemples d'outils français. Qu'on connaissait ou pas. Voilà, qu'on connaissait ou pas, on a certains qu'on ne connaissait pas, pour différentes fonctionnalités. Donc, ça peut être du CRM, du e-learning. J'avais noté aussi de l'hébergement, donc Scaleway qui fait de l'hébergement, des outils RH, de la signature électronique. Oui, j'allais dire aussi, on a vu plusieurs outils qui répondaient... selon vous, qui étaient français et qui répondaient aux différents corps de métier, en fait, aux différents services qu'on peut retrouver dans une entreprise. Ce qui montre que c'est possible de choisir des outils français. Et même certains d'entre vous ont dit que la liste était tellement longue que c'était pas possible de la noter. Donc, ce qui veut dire que on a quand même des outils qui existent et qui permettent de répondre aux exigences du métier. Oui. Est-ce que, je ne sais pas si dans le chat vous avez... Oui, effectivement, il y aura bien une clé. Sur les principaux obstacles que vous pouvez rencontrer, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que le Made in France coûte cher.
Donc voilà. Et donc du coup, ça fait partie des défis que l'on a identifiés. On était globalement d'accord avec vous sur le coût élevé. Hein. On ne va pas redire ce qu'on vient de dire, mais effectivement, donc le Made in France coûte cher et voilà, souvent avec les budgets qui sont un peu serrés au niveau des outils que l'on peut prendre, effectivement, ça peut être un défi. En tout cas, pour des outils qui présentent les mêmes fonctionnalités que les fonctionnalités d'outils d'un outil qui sont depuis plus longtemps sur le marché, ça peut être plus élevé. Effectivement. Et effectivement, la sécurité de l'outil, on peut se poser la question d'un outil jeune sur le marché. Est-ce que il est mature? Est-ce qu'il va être mature en termes de sécurité? Est-ce qu'il aura mis en place des mesures qui garantissent vraiment la sécurité de l'outil, surtout si, par exemple, je pense à un CRM où voilà, vous allez mettre toutes les données relatives à vos clients, etc. En termes de sécurité, est-ce qu'un outil jeune, entre guillemets, est-ce qu'on peut lui faire confiance en termes de sécurité? Donc, en fait, on n'est pas du tout en train de dire que les outils français ne sont pas sécurisés, c'est pas du tout ça qu'on dit, mais on peut se poser la question face effectivement à un outil qui est déjà implanté depuis bien longtemps et qui en tout cas, c'est une crainte qu'on peut avoir quand on va choisir un outil européen, c'est que il est plus jeune, donc il a peut-être moins de moyens à mettre dans la sécurité, il a peut-être moins d'antériorité, il a fait moins l'objet d'attaques, donc il a peut-être mis moins de sécurité en place. Donc c'est une question qu'on peut se poser. Bon, bien sûr, après, comme on vous le disait, c'est le prestataire et dans l'échange, on peut toujours négocier avec lui pour qu'il mette en place plus de sécurité. Après, bon, ça fera peut-être encore évoluer le coût, mais au moins... tout est lié, en fait. On pourra avoir on pourra jouer sur cet aspect. La question suivante, également liée à la jeunesse des outils européens par rapport aux outils hors Union européenne, c'est aussi la question de la pérennité. Quand on choisit un outil, on veut un outil qui va nous durer. Si on lui confie les données, on veut pouvoir garder la maîtrise sur nos données pendant un certain temps via cet outil. Et on peut se poser la question, l'outil est jeune, il a peut-être pas beaucoup de clients, il a peut-être, il est pas depuis longtemps sur le marché, donc on a un peu peur potentiellement que demain l'outil disparaisse avec nos données, ce qui peut induire des coûts, puisque si l'outil demain disparaît, ça veut dire qu'on va devoir repasser par une phase d'appel d'offres, refaire toute l'évaluation, toute la négociation, l'audit de la conformité, l'audit de sécurité, refaire une passe de tous les outils qui existent. Donc, cette question de la pérennité peut induire des coûts supplémentaires également. Et le dernier défi, en tout cas la dernière crainte, c'est aussi celle de la performance, puisque les outils européens qui seront plus jeunes que des outils, par exemple américains, n'auront peut-être pas mis en place toutes les solutions techniques qu'on recherche. On aura peut-être moins de solutions techniques qu'on recherche, ou en tout cas, potentiellement, on va devoir passer par plusieurs outils pour avoir la même chose que ce que propose un outil américain. Donc au final, ce qui augmente encore les coûts potentiellement, qui augmente les négociations, ce qui augmente les recherches. Et également, si on veut que tous ces outils, par exemple, on va avoir 3 outils pour gérer le CRM, le marketing et l'envoi d'emails, ces 3 outils, il faut bien qu'ils fonctionnent ensemble. Et pour qu'ils fonctionnent ensemble, on va devoir mettre en place potentiellement, pour qu'ils fonctionnent ensemble déjà, faut qu'on réussisse. Et peut-être qu'on va mettre en place un autre outil qui va nous coûter en termes de temps. Qui sera peut-être même pas européen. C'est ça, et potentiellement qui ne devra pas être européen parce que ce sera trop compliqué à mettre en place au sein de notre propre entreprise. Oui, alors du coup, on a une petite... Alors, c'est pas une question, c'est plus une affirmation. Les outils européens sont rachetés par les Américains dès que ça marche. Ah oui, c'est vrai que c'est pas faux. C'est pas faux. Et les Européens rêvent de les vendre aux USA car ils payent. Voilà. C'est vrai qu'il y a ce risque-là aussi. Effectivement. Oui, c'est la pérennité du Made in France initial, quoi. Oui.
Ok, donc ça c'était dans les questions. Je regarde juste dans le chat. Ok, donc c'est bon, il n'y a pas d'autres questions. Ok, donc pour récapituler le tout, Ouais. on nous a fait une petite checklist récap de comment on choisit un outil de manière assez générale. Donc déjà, le point numéro 1, c'est de lister toutes les exigences que l'outil auquel l'outil doit répondre. Donc, bien évidemment, en termes juridiques, / DPO, qu'il soit français, qui répondent au RGPD, qui répondent aussi aux mesures de sécurité, etc. Mais il ne faut pas oublier, comme on le disait tout à l'heure, les exigences opérationnelles. Donc le premier critère, c'est le premier critère, les exigences opérationnelles, parce que si on propose un outil qui est français mais qui ne répond pas aux besoins, ça va être compliqué pour le métier. Ça peut amener à certaines tensions. Et donc déjà, voilà, vérifier si un prestataire européen existe et qui propose une solution qui remplit, peut-être pas à 100%, à voir si on peut négocier, mais une grande majorité des exigences que l'on a. Donc 2 cas possibles, soit on trouve un prestataire européen. Donc dans ce cas-là, il y a une chose assez facile à faire, c'est que si le prestataire est européen, il a forcément, dans tous les cas, ils ont forcément des sites internet. Donc, si le prestataire qui est européen a son site internet, même un site vitrine, en fait, on peut assez facilement vérifier son niveau de conformité, enfin, vérifier ou avoir un premier aperçu de son niveau de conformité. C'est-à-dire que, en fait, voilà, dans un premier temps, on arrive sur le site, est-ce qu'il y a le bandeau cookie, est-ce qu'il y a un lien vers une politique de confidentialité, comment cette politique est formulée, est-ce que voilà, s'il y a des formulaires, est-ce qu'il y a bien les mentions d'information, est-ce qu'il y a une case à cocher pour recevoir la newsletter, enfin voilà, il y a des petits tips comme ça que l'on peut checker pour voir déjà si en termes de conformité à la protection des données, le prestataire est bon ou pas. Une bonne maturité en tout cas. Ouais. Et il y a même certains prestataires qui vont mettre en ligne sur leur site encore plus de documentation, comme tout leur modèle de contrat, leurs mesures de sécurité, toute la liste de leurs prestataires. Voilà, leur DPA. Donc ça donne encore plus confiance quand on voit un prestataire qui fournit toute cette documentation. Oui, ça donne une bonne idée de son niveau de conformité. C'est déjà un premier point de sélection. Et ensuite, on peut aussi voir s'il y a des coordonnées d'un DPO ou d'un service protection des données sur le site internet, essayer de les contacter pour ensuite demander plus d'informations, pouvoir demander des informations sur leur niveau de conformité, leur sécurité. Oui, c'est vrai que, attention, parfois dans les mentions d'information, on a une adresse DPO qui a été mise comme ça, mais voilà, il n'y a pas forcément de boîte mail créée derrière. C'est juste vitrine. Donc, faut pas hésiter à prendre contact avec le DPO, poser des questions, voir le délai de réponse, comment la réponse est formulée, est-ce qu'il y a du répondant derrière, est-ce qu'on peut négocier, voilà. Donc, voilà pour la partie prestataire européen. Et oui, l'autre point important aussi, quand on a un prestataire européen, on signe un contrat. Oui, on signe un contrat. Encadrer la prestation, encadrer les relations. Oui, c'est pas parce qu'on dit Made in France que c'est forcément respect du RGPD total et pas de garantie. Non, un contrat est essentiel. Et dans ce cas-là, soit ils ont leur propre contrat et donc on vérifie qu'il est conforme à notre niveau d'exigence RGPD. S'il n'est pas conforme, c'est un petit peu douteux. Voir s'ils sont ouverts à la négociation. S'ils ne sont pas ouverts à la négociation, c'est un petit peu compromettant. S'ils n'ont pas de contrat, on peut leur proposer le nôtre et voir s'ils sont ouverts à signer notre contrat, s'ils sont ouverts également à la négociation. À savoir que parfois on peut avoir des prestataires européens qui ne répondent pas à 100% aux exigences techniques, mais qui sont ouverts aux évolutions, et dans ces cas-là, on peut quand même faire le choix, enfin, ça peut être une bonne chose de faire le choix de favoriser ce prestataire européen qui promet des évolutions techniques qui vont répondre aux besoins métiers, qui ne sont pas
aujourd'hui en place, mais qui ont la volonté, en tout cas, de s'inscrire dans cette mouvance, en tout cas de répondre à ces exigences. Autre critère intéressant qui peut être prometteur sur le niveau de conformité, c'est la certification ISO 27701. 27701. C'est sa certification sur la protection des données. Ouais. Effectivement. Bon, alors après, c'est pareil, certains prestataires peuvent l'indiquer. C'est pas pour... Enfin, on ne sait pas... Alors, c'est pas parce qu'un prestataire vous dit qu'il est ISO 27701 que ça vous prémunit, ça vous empêche de demander des garanties, de vérifier quand même concrètement son niveau de conformité et de sécurité et de mettre en place un contrat, surtout. Ouais, mais effectivement, disons que c'est un bon faisceau d'indices. Exactement. Et alors, si on ne trouve pas de prestataire européen, bon, on va faire avec, on choisit le prestataire hors UE, mais dans ce cas-là, il faut mettre en place des garanties supplémentaires. Donc, ce qu'on peut exiger déjà, en voir si c'est faisable, un lieu d'hébergement au sein de l'Union européenne. On vérifie s'il y a une décision d'adéquation. S'il y en a une, mais qu'elle est partielle, par exemple, celle aux États-Unis, on peut rajouter même des garanties supplémentaires, et c'est ce que vous disiez dans le sondage, certains mettaient des clauses contractuelles type malgré la décision d'adéquation aux États-Unis. Clause contractuelle type obligatoire. Ouais, c'est ça. Si on n'a pas de décision d'adéquation, on met en place les garanties supplémentaires, donc des clauses contractuelles type, des BCR, etc. Et on vérifie s'il y a des lois extraterritoriales qui s'appliquent et qui pourraient mettre à mal ces garanties. Et si c'est le cas, si les lois extraterritoriales diminuent ces garanties, on met en place des garanties supplémentaires, comme vous l'évoquiez, du chiffrement, des mesures contractuelles plus strictes, ou autres techniques organisationnelles qui permettraient de restreindre l'accès, en tout cas restreindre l'application de ces lois extraterritoriales. Ok. Ah oui, et chose très importante aussi, quand on a un transfert hors UE, comme pour tout traitement, on l'enregistre dans le registre des traitements et on en informe les personnes, bien sûr. Bien sûr. Merci Claire pour cette précision. C'est vrai que ça ne nous empêche pas de conserver notre conformité à nous. Exactement. Donc effectivement, il faut faire attention à ça. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Vu le boulot que demande la certification 27701. Ah oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est que effectivement, si le prestataire a cette certification, c'est quand même prometteur parce que effectivement, pour l'obtenir, il faut s'accrocher. Est-ce que vous avez des questions dans le chat ou dans la partie questions? Sinon, en attendant, donc on parlait d'auditer donc des potentiels futurs prestataires. Dans tous les cas, si vous êtes amené à prochainement choisir un outil, vous pouvez utiliser un outil qui pour le coup est 100% français. Donc c'est Witik et qui a un module d'audit très performant et qui vous permet du coup d'envoyer des questionnaires à un potentiel futur prestataire. Et donc n'hésitez pas si vous souhaitez voir à quoi cela ressemble. Nos CSM seront ravis de vous montrer comment ça fonctionne. Et du coup, je pense qu'on va vous mettre le lien d'une petite démo dans le chat si ça vous intéresse. Effectivement. Si vous n'avez pas plus de retours, de questions, sachez que vous pouvez toujours nous envoyer un mail ou nous contacter. En tout cas, c'était un plaisir de partager cet échange avec vous. Vous avez été très réactifs dans le chat et aux réponses au questionnaire. Désolée pour la petite partie technique du début, mais effectivement, c'était un plaisir. Et on vous dit du coup à bientôt pour un nouveau webinaire. Et en attendant, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.